Le vicomte de Bragelonne, partie 46, chapitre 196. Rivaux amoureux. De Saint-Aignan avait quitté Louis XIV il y avait 2 heures à peine. Mais, dans cette première effervescence de son amour, quand Louis XIV ne voyait pas la Vallière, il fallait qu'il parlât d'elle. Or, la seule personne avec laquelle il put en parler à son aise était de Saint-Aignan. De Saint-Aignan lui était donc indispensable. « Ah, c'est vous, comte !» s'écria-t-il en l'apercevant, doublement joyeux qu'il était de le voir et de ne plus voir Colbert, dont la figure renfrognée l'attristait toujours. « Tant mieux, je suis content de vous voir. Vous serez du voyage, n'est-ce pas ?»« Du voyage, sire ?» demanda de Saint-Aignan. « Et de quel voyage ?»« De celui que nous ferons pour aller jouir de la fête que nous donne monsieur le surintendant à Vaux. »« Ah, de Saint-Aignan, tu vas enfin voir une fête près de laquelle nos divertissements de Fontainebleau seront des jeux de Robin. »« À Vaux, le surintendant donne une fête à votre majesté, et à Vaux, rien que cela ?»« Rien que cela. Je te trouve charmant de faire le dédaigneux. Sais-tu, toi qui fais le dédaigneux, que lorsqu'on saura que M. Fouquet me reçoit à Vaux, de dimanche en 8, sais-tu que l'on s'égorgera pour être invité à cette fête ? Je te le répète donc, de Saint-Aignan, tu seras du voyage. Oui, si d'ici là, je n'en ai pas fait un autre plus long et moins agréable. Lequel ? Celui de Styx, sire. Fi, dit Louis XIV en riant. Non, sérieusement, sire, répondit de Saint-Aignan. J'y suis convié, et de façon, en vérité, à ne pas trop savoir de quelle manière m'y prendre pour refuser. Je ne te comprends pas, mon cher. Je sais que tu es en verve poétique, mais tâche de ne pas tomber d'Apollon en Phébus. Eh bien, donc, si votre majesté daigne m'écouter, je ne mettrai pas plus longtemps l'esprit de mon roi à la torture. Parle. Le roi connaît-il monsieur le baron du Vallon ? Oui, pardieu, un bon serviteur du roi mon père, et un beau convive, ma foi, car c'est de celui qui a dîné avec nous à Fontainebleau que tu veux parler. Précisément. Mais votre majesté a oublié d'ajouter à ses qualités un aimable tueur de gens. Comment ? Il veut te tuer, monsieur du Vallon ? Ou me faire tuer, ce qui est tout un. Oh, par exemple, ne riez pas, sire, je ne dis rien qui soit au-dessous de la vérité. Et tu dis qu'il veut te faire tuer ? C'est son idée pour le moment, à ce digne gentilhomme. Sois tranquille, je te défendrai s'il a tort. Ah, il y a un si ? Sans doute. Voyons, réponds comme s'il s'agissait d'un autre, mon pauvre de Saint-Aignan. A-t-il tort ou raison ? Votre majesté va en juger. Que lui as-tu fait ? Oh, à lui, rien. Mais il paraît que j'ai fait à un de ses amis. C'est tout comme. Et son ami, est-ce un des 4 fameux ? Non, c'est le fils d'un des 4 fameux, voilà tout. Qu'as-tu fait à ce fils ? Voyons. Dame, j'ai aidé quelqu'un à lui prendre sa maîtresse. Et tu avoues cela ? Il faut bien que je l'avoue, puisque c'est vrai. En ce cas, tu as tort. Ah ? J'ai tort ? Oui, et ma foi, s'il te tue, eh bien, il aura raison. Ah, voilà donc comme vous jugez, sire. Trouves-tu la méthode mauvaise ? Je la trouve expéditive. Bonne justice et prompte, disait mon aïeul Henri IV. Alors que le roi signe vite la grâce de mon adversaire, qui m'attend au minime pour me tuer. Son nom est un parchemin. Sire, il y a un parchemin sur la table de votre majesté. Et quant à son nom, c'est le vicomte de Bragelonne, sire. Le vicomte de Bragelonne ! S'écria le roi en passant du rire à la plus profonde stupeur. Puis, après un moment de silence, pendant lequel il essuya la sueur qui coulait sur son front, « Bragelonne, murmura-t-il. »« Pas davantage, sire, dit de Saint-Aignan. Bragelonne, le fiancé de... Oh, mon Dieu, oui.
Bragelonne, le fiancé de... Il était à Londres, cependant. Oui, mais je puis vous répondre qu'il n'y est plus, sire. Et il est à Paris, c'est-à-dire qu'il est au Minime, où il m'attend, comme j'ai eu l'honneur de le dire au roi, sachant tout, et bien d'autres choses encore, si le roi veut voir le billet qu'il m'a fait tenir. Et de Saint-Aignan tira de sa poche le billet que nous connaissons. Quand votre majesté aura lu le billet, dit-il, j'aurai l'honneur de lui dire comment il m'est parvenu. Le roi lut avec agitation, et aussitôt, « Eh bien, demanda-t-il, eh bien, votre majesté connaît certaines serrures ciselées, fermant certaines portes en bois d'ébène, qui séparent certaines chambres de certains sanctuaires bleus et blancs? Certainement, le boudoir de Louise? Oui, sire, eh bien, c'est dans le trou de cette serrure que j'ai trouvé ce billet. Qui l'y a mis? Monsieur de Bragelonne ou le diable? Mais, comme le billet sent l'ambre et non le soufre, je conclus que ce doit être non pas le diable, mais bien monsieur de Bragelonne. Louis pencha la tête et parut absorbé tristement. Peut-être en ce moment quelque chose comme un remords traversait-il son cœur. « Oh, dit-il, ce secret découvert. Sire, je vais faire de mon mieux pour que ce secret meure dans la poitrine qui le renferme, dit de Saint-Aignan d'un ton de bravoure tout espagnol. Et il fit un mouvement pour gagner la porte. Mais d'un geste, le roi l'arrêta. « Et où allez-vous » demanda-t-il. « Mais où l'on m'attend, sire. »« Quoi faire ? Me battre, probablement. »« Vous battre » s'écria le roi. « Un moment, s'il vous plaît, monsieur le comte. » De Saint-Aignan secoua la tête comme l'enfant qui se mutine quand on veut l'empêcher de se jeter dans un puits ou de jouer avec un couteau. « Mais cependant, sire, fit-il. »« Et d'abord, dit le roi, je ne suis pas éclairé. »« Oh, sur ce point, que votre majesté interroge, répondit de Saint-Aignan, et je ferai la lumière. Qui vous a dit que monsieur de Bragelonne a pénétré dans la chambre en question? Ce billet que j'ai trouvé dans la serrure, comme j'ai eu l'honneur de le dire à votre majesté. Qui te dit que c'est lui qui l'y a mis? Quel autre que lui eût osé se charger d'une pareille commission? Tu as raison. Comment a-t-il pénétré chez toi? Ah, ceci est fort grave, attendu que toutes les portes étaient fermées, et que mon laquais, Basque, avait les clés dans ses poches. Eh bien, on aura gagné ton laquais. Impossible, sire. Pourquoi impossible? Parce que, si on l'eût gagné, on n'eût pas perdu le pauvre garçon, dont on pouvait encore avoir besoin plus tard, en manifestant clairement qu'on s'était servi de lui. C'est juste. Maintenant, il ne resterait donc qu'une conjecture. Voyons, sire, si cette conjecture est la même que celle qui s'est présentée à mon esprit. C'est qu'il se serait introduit par l'escalier. Hélas, sire, cela me paraît plus que probable. Il n'en faut pas moins que quelqu'un ait vendu le secret de la trappe. Vendu ou donné? Pourquoi cette distinction? Parce que certaines personnes, sire, étant au-dessus du prix d'une trahison, donnent et ne vendent pas. Que veux-tu dire? Oh, sire, votre majesté a l'esprit trop subtil pour ne pas m'épargner en devinant l'embarras de nommer. Tu as raison. Madame. Ah, fit de Saint-Aignan. Madame qui s'est inquiétée du déménagement. Madame qui a les clés des chambres de ses filles et qui est assez puissante pour découvrir ce que nul, excepté vous, sire, ou elle, ne découvrirait. Et tu crois que ma sœur aura fait alliance avec Bragelonne? Hé hé, sire. À ce point de l'instruire de tous ces détails, peut-être mieux encore. Mieux, achève. Peut-être au point de l'accompagner. Où cela? En bas? Chez toi? Croyez-vous la chose impossible, sire? Oh! Écoutez, le roi sait si madame aime les parfums. Oui, c'est une habitude qu'elle a prise de ma mère. La verveine, surtout? C'est son odeur de prédilection. Eh bien, mon appartement embaume la verveine. Le roi demeura pensif. Mais, reprit-il, après un moment de silence, pourquoi madame prendrait-elle le parti de Bragelonne contre moi? En disant ces mots, auxquels de Saint-Aignan eut bien facilement répondu par ceci, jalousie de femme,
Le roi sondait son ami jusqu'au fond du cœur pour voir s'il avait pénétré le secret de sa galanterie avec sa belle-sœur. Mais de Saint-Aignan n'était pas un courtisan médiocre. Il ne se risquait pas à la légère dans la découverte des secrets de famille. Il était trop ami des muses pour ne pas songer souvent à ce pauvre Ovidius Naso, dont les yeux versèrent tant de larmes pour expier le crime d'avoir vu on ne sait quoi dans la maison d'Auguste. Il passa donc adroitement à côté du secret de madame. Mais, comme il avait fait preuve de sagacité, en indiquant que madame était venue chez lui avec Bragelonne, il fallait payer l'usure de cet amour-propre et répondre nettement à cette question. Pourquoi madame est-elle contre moi avec Bragelonne ? Pourquoi ? Répondit de Saint-Aignan. Mais votre majesté oublie donc que monsieur le comte de Guiche est l'ami intime du vicomte de Bragelonne. Je ne vois pas le rapport, répondit le roi. Ah, pardon, sire, fit de Saint-Aignan, mais je croyais monsieur le comte de Guiche grand ami de madame. C'est juste, repartit le roi, il n'y a plus besoin de chercher, le coup est venu de là. Et, pour le parer, le roi n'est-il pas d'avis qu'il faut emporter un autre ? Oui, mais pas du genre de ceux qu'on se porte au bois de Vincennes, répondit le roi. Votre majesté oublie, dit de Saint-Aignan, que je suis gentilhomme et que l'on m'a provoqué. Ce n'est pas toi que cela regarde. Mais c'est moi qu'on attend au minime, sire, depuis plus d'une heure. Moi qui en suis cause, et déshonoré si je ne vais pas où l'on m'attend. Le premier honneur d'un gentilhomme, c'est l'obéissance à son roi. Sire, j'ordonne que tu demeures. Sire, obéis, comme il plaira à votre majesté, sire. D'ailleurs, je veux éclaircir toute cette affaire. Je veux savoir comment on s'est joué de moi avec assez d'audace pour pénétrer dans le sanctuaire de mes prédilections. Ceux qui ont fait cela, de Saint-Aignan, ce n'est pas toi qui dois les punir, car ce n'est pas ton honneur qu'ils ont attaqué, c'est le mien. Je supplie votre majesté de ne pas accabler de sa colère monsieur de Bragelonne, qui, dans cette affaire, a pu manquer de prudence, mais pas de loyauté. Assez. Je saurai faire la part du juste et de l'injuste, même au fort de ma colère. Pas un mot de cela à madame, surtout. Mais que faire vis-à-vis de monsieur de Bragelonne, sire ? Il va me chercher et je lui aurai parlé, ou fait parler avant ce soir. Encore une fois, sire, je vous en supplie, de l'indulgence. J'ai été indulgent assez longtemps, comte, dit Louis XIV en fronçant le sourcil. Il est temps que je montre à certaines personnes que je suis le maître chez moi. Le roi prononçait à peine ces mots qui annonçaient qu'au nouveau ressentiment se mêlait le souvenir d'un ancien, que l'huissier apparut sur le seuil du cabinet. « Qu'y a-t-il » demanda le roi. « Et pourquoi vient-on quand je n'ai point appelé ?»« Sire, dit l'huissier, votre majesté m'a ordonné, une fois pour toutes, de laisser passer monsieur le comte de l'affaire toutes les fois qu'il aurait à parler à votre majesté. Après, monsieur le comte de l'affaire est là, qui attend. » Le roi et de Saint-Aignan échangèrent à ces mots un regard dans lequel il y avait plus d'inquiétude que de surprise. Louis hésita un instant, mais, presque aussitôt, prenant sa résolution, « Va, dit-il à de Saint-Aignan, va trouver Louise, instruis-la de ce qui se trame contre nous. Ne lui laisse pas ignorer que madame recommence ses persécutions et qu'elle a mis en campagne des gens qui eussent mieux fait de rester neutres. Sire, si Louise s'effraie, continua le roi, rassure-la. Dis-lui que l'amour du roi est un bouclier impénétrable. Si, ce dont j'aime à douter, elle savait tout déjà, ou si elle avait subi de son côté quelque attaque, dis-lui bien, de Saint-Aignan, ajouta le roi tout frissonnant de colère et de fièvre, dis-lui bien que, cette fois, au lieu de la défendre, je la vengerai, et cela si sévèrement que nul, désormais, n'osera lever les yeux jusqu'à elle. Est-ce tout, sire ? C'est tout. Va vite, et demeure fidèle, toi qui vis au milieu de cet enfer, sans avoir, comme moi, l'espoir du paradis. Saint-Aignan s'épuisa en protestations de dévouement. Il prit et baisa la main du roi et sortit radieux. Chapitre 197 Roi et noblesse. Louis se remit aussitôt pour faire un bon visage à monsieur de la Fère. Il prévoyait bien que le comte n'arrivait point par hasard. Il sentait vaguement l'importance de cette visite. Mais à un homme du ton d'Athos, à un esprit aussi distingué,
la première vue ne devait rien offrir de désagréable ou de mal ordonné. Quand le jeune roi fut assuré d'être calme en apparence, il donna ordre aux huissiers d'introduire le comte. Quelques minutes après, Athos, en habit de cérémonie, revêtu des ordres que seul il avait le droit de porter à la cour de France, Athos se présenta d'un air si grave et si solennel que le roi put juger, du premier coup, s'il s'était ou non trompé dans ses pressentiments. Louis fit un pas vers le comte et lui tendit avec un sourire une main sur laquelle Athos s'inclina plein de respect. « Monsieur le comte de la Fère, dit le roi rapidement, vous êtes si rare chez moi que c'est une très bonne fortune de vous y voir. » Athos s'inclina et répondit « Je voudrais avoir le bonheur d'être toujours auprès de votre majesté. » Cette réponse, faite sur ce ton, signifiait manifestement « Je voudrais pouvoir être un des conseillers du roi pour lui épargner des fautes. » Le roi le sentit et, décidé devant cet homme à conserver l'avantage du calme avec l'avantage du rang, « Je vois que vous avez quelque chose à me dire, fit-il. Je ne me serais pas, sans cela, permis de me présenter chez votre majesté. Dites vite, monsieur, j'ai hâte de vous satisfaire. » Le roi s'assit. « Je suis persuadé, répliqua Athos d'un ton légèrement ému, que votre majesté me donnera toute satisfaction. »« Ah, dit le roi avec une certaine hauteur, c'est une plainte que vous venez formuler ici ? » Ce ne serait une plainte, reprit Athos, que si votre majesté... Mais veuillez m'excuser, sire, je vais reprendre l'entretien à son début. J'attends. Le roi se souvient qu'à l'époque du départ de M. de Buckingham, j'ai eu l'honneur de l'entretenir. À cette époque, à peu près. Oui, je me le rappelle. Seulement, le sujet de l'entretien, je l'ai oublié. Athos tressaillit. J'aurai l'honneur de le rappeler au roi, dit-il. Il s'agissait d'une demande que je venais adresser à votre majesté touchant le mariage que voulait contracter M. de Bragelonne avec mademoiselle de la Vallière. Nous y voici, pensa le roi. Je me souviens, dit-il tout haut. À cette époque, poursuivit Athos, le roi fut si bon et si généreux envers moi et M. de Bragelonne que pas un des mots prononcés par sa majesté ne m'est sorti de la mémoire. Et, fit le roi, et le roi, à qui je demandais mademoiselle de la Vallière pour M. de Bragelonne, me refusa. C'est vrai, dit sèchement Louis. En alléguant, se hâta de dire Athos, que la fiancée n'avait pas d'état dans le monde. Louis se contraignit pour écouter patiemment. Que, ajouta Athos, elle avait peu de fortune. Le roi s'enfonça dans son fauteuil. Peu de naissance. Nouvelle impatience du roi. Et peu de beauté, ajouta encore impitoyablement Athos. Ce dernier trait, enfoncé dans le cœur de l'amant, le fit bondir hors mesure. « Monsieur, dit-il, voilà une bien bonne mémoire. » C'est toujours ce qui m'arrive quand j'ai l'honneur si grand d'un entretien avec le roi, repartit le comte sans se troubler. Enfin, j'ai dit tout cela, soit, et j'en ai beaucoup remercié votre majesté, sire, parce que ces paroles témoignaient d'un intérêt bien honorable pour M. de Bragelonne. Vous vous rappelez aussi, dit le roi en pesant sur ces paroles, que vous aviez pour ce mariage une grande répugnance. C'est vrai, sire. Et que vous faisiez la demande à contre-cœur. Oui, votre majesté. Enfin, je me rappelle aussi, car j'ai une mémoire presque aussi bonne que la vôtre, je me rappelle, dis-je, que vous avez dit ces paroles. Je ne crois pas à l'amour de mademoiselle de la Vallière pour M. de Bragelonne. Est-ce vrai ? Athos sentit le coup. Il ne recula pas. Sire, dit-il, j'en ai déjà demandé pardon à votre majesté, mais il est certaines choses dans cet entretien qui ne seront intelligibles qu'au dénouement. Voyons le dénouement, alors. Le voici. Votre majesté avait dit qu'elle différait le mariage pour le bien de M. de Bragelonne. Le roi se tut. Aujourd'hui, M. de Bragelonne est tellement malheureux
qu'il ne peut différer plus longtemps de demander une solution à votre majesté. » Le roi pâlit. Athos le regarda fixement. « Et que demande-t-il, monsieur de Bragelonne ?» dit le roi avec hésitation. « Absolument ce que je venais demander au roi dans la dernière entrevue, le consentement de votre majesté à son mariage. » Le roi se tut. « Les questions relatives aux obstacles sont aplanies pour nous, » continua Athos. « Mademoiselle de la Vallière, sans fortune, sans naissance et sans beauté, n'en est pas moins le seul beau parti du monde pour monsieur de Bragelonne, puisqu'il aime cette jeune fille. » Le roi serra ses mains l'une contre l'autre. « Le roi hésite ?» demanda le comte sans rien perdre de sa fermeté ni de sa politesse. « Je n'hésite pas. Je refuse, » répliqua le roi. Athos se recueillit un moment. « J'ai eu l'honneur, dit-il d'une voix douce, de faire observer au roi que nul obstacle n'arrêtait les affections de monsieur de Bragelonne et que sa détermination semblait invariable. Il y a ma volonté. C'est un obstacle, je crois. » « C'est le plus sérieux de tous, » riposta Athos. « Ah ! Maintenant, qu'il nous soit permis de demander humblement à votre majesté la raison de ce refus. »« La raison ? Une question ?» s'écria le roi. « Une demande, sire. » Le roi, s'appuyant sur la table avec les deux poings. « Vous avez perdu l'usage de la cour, monsieur de la Fère, » dit-il d'une voix concentrée. « À la cour, on ne questionne pas le roi. »« C'est vrai, sire. Mais si l'on ne questionne pas, on suppose. »« On suppose. Que veut dire cela ? » Presque toujours, la supposition du sujet implique la franchise du roi. « Monsieur !» et le manque de confiance du sujet, poursuivit intrépidement Athos. « Je crois que vous vous méprenez, » dit le monarque, entraîné malgré lui à la colère. « Sire, je suis forcé de chercher ailleurs ce que je croyais trouver en votre majesté. Au lieu d'avoir une réponse de vous, je suis forcé de m'en faire une à moi-même. »« Monsieur le comte, » dit-il, « je vous ai donné tout le temps que j'avais de libre. »« Sire, » répondit le comte, « je n'ai pas eu le temps de dire au roi ce que j'étais venu lui dire, et je vois si rarement le roi que je dois saisir l'occasion. » « Vous en étiez à des suppositions ? Vous allez passer aux offenses ? » « Oh, sire, offenser le roi, moi, jamais. J'ai toute ma vie soutenu que les rois sont au-dessus des autres hommes, non seulement par le rang et la puissance, mais par la noblesse du cœur et la valeur de l'esprit. Je ne me ferai jamais croire que mon roi, celui qui m'a dit une parole, cachait avec cette parole une arrière-pensée. Qu'est-ce à dire ? Quelle arrière-pensée ? Je m'explique, dit froidement Athos. Si, en refusant la main de mademoiselle de la Vallière à monsieur de Bragelonne, votre majesté avait un autre but que le bonheur et la fortune du vicomte. Vous voyez bien, monsieur, que vous m'offensez. Si, en demandant un délai au vicomte, votre majesté avait voulu éloigner seulement le fiancé de mademoiselle de la Vallière, monsieur, c'est que je l'ai ouï dire partout, sire. Partout l'on parle de l'amour de votre majesté pour mademoiselle de la Vallière. Le roi déchira ses gants, que, par contenance, il mordillait depuis quelques minutes. « Malheur !» s'écria-t-il, « à ceux qui se mêlent de mes affaires. J'ai pris un parti. Je briserai tous les obstacles. »« Quels obstacles ?» dit Athos. Le roi s'arrêta court, comme un cheval emporté à qui le mort brise le palais en se retournant dans sa bouche. « J'aime mademoiselle de la Vallière, dit-il soudain, avec autant de noblesse que d'emportement. Mais, interrompit Athos, cela n'empêche pas votre majesté de marier monsieur de Bragelonne avec mademoiselle de la Vallière. Le sacrifice est digne d'un roi, il est mérité par monsieur de Bragelonne, qui a déjà rendu des services et qui peut passer pour un brave homme. Ainsi donc, le roi, en renonçant à son amour, fait preuve à la fois de générosité, de reconnaissance et de bonne politique. « Mademoiselle de la Vallière, dit sourdement le roi, n'aime pas monsieur de Bragelonne. »« Le roi le sait ?» demanda Athos avec un regard profond. « Je le sais. Depuis peu, alors.
sans quoi, si le roi le savait lors de ma première demande, Sa Majesté eût pris la peine de me le dire. » « Depuis peu. » Athos garda un moment le silence. « Je ne comprends point, alors, dit-il, que le roi ait envoyé M. de Bragelonne à Londres. Cet exil surprend à bon droit ceux qui aiment l'honneur du roi. »« Qui parle de l'honneur du roi, monsieur de la Fère ? » ?»« L'honneur du roi, sire, est fait de l'honneur de toute sa noblesse. Quand le roi offense un de ses gentilshommes, c'est-à-dire quand il lui prend un morceau de son honneur, c'est à lui-même, au roi, que cette part d'honneur est dérobée. Monsieur de la Fère !»« Sire, vous avez envoyé à Londres le vicomte de Bragelonne avant d'être l'amant de mademoiselle de la Vallière, ou depuis que vous êtes son amant ?» Le roi, irrité, surtout parce qu'il se sentait dominé, voulut congédier Athos par un geste. « Sire, je vous dirai tout, » répliqua le comte. « Je ne sortirai d'ici que satisfait par votre majesté ou par moi-même. Satisfait si vous m'avez prouvé que vous avez raison. Satisfait si je vous ai prouvé que vous avez tort. Oh, vous m'écouterez, sire. Je suis vieux et je tiens à tout ce qu'il y a de vraiment grand et de vraiment fort dans le royaume. Je suis un gentilhomme qui a versé son sang pour votre père et pour vous, sans jamais avoir rien demandé, ni à vous, ni à votre père. Je n'ai fait de tort à personne en ce monde, et j'ai obligé des rois. Vous m'écouterez. Je viens vous demander compte de l'honneur d'un de vos serviteurs que vous avez abusé par un mensonge ou trahi par une faiblesse. Je sais que ces mots irritent votre majesté, mais les faits nous tuent, nous autres. Je sais que vous cherchez quel châtiment vous ferez subir à ma franchise. Mais je sais, moi, quel châtiment je demanderai à Dieu de vous infliger quand je lui raconterai votre parjure et le malheur de mon fils. » Le roi se promenait à grands pas, la main sur la poitrine, la tête roidie, l'œil flamboyant. « Monsieur, s'écria-t-il tout à coup, si j'étais pour vous le roi, vous seriez déjà puni. Mais je ne suis qu'un homme, et j'ai le droit d'aimer sur la terre ceux qui m'aiment. Bonheur si rare. Vous n'avez pas plus ce droit comme homme que comme roi, ou si vous vouliez le prendre loyalement, il fallait prévenir M. de Bragelonne au lieu de l'exiler. »« Je crois que je discute, en vérité, » interrompit Louis XIV, avec cette majesté que lui seul savait trouver à un point si remarquable dans le regard et dans la voix. « J'espérais que vous me répondriez, » dit le comte. « Vous saurez tantôt ma réponse, monsieur. »« Vous savez ma pensée, » répliqua M. de la Fère. « Vous avez oublié que vous parliez au roi, monsieur. C'est un crime. Vous avez oublié que vous brisiez la vie de deux hommes. C'est un péché mortel, sire. Sortez maintenant. » Pas avant de vous avoir dit. Fils de Louis XIII, vous commencez mal votre règne, car vous le commencez par le rapt et la déloyauté. Ma race et moi, nous sommes dégagés envers vous de toute cette affection et de tout ce respect que j'avais fait jurer à mon fils dans les caveaux de Saint-Denis, en présence des restes de vos nobles aïeux. Vous êtes devenu notre ennemi, sire, et nous n'avons plus affaire désormais qu'à Dieu, notre seul maître. Prenez-y garde. »« Vous menacez ? » ?»« Oh, non, » dit tristement Athos, « et je n'ai pas plus de bravade que de peur dans l'âme. Dieu, dont je vous parle, sire, m'entend parler. Il sait que, pour l'intégrité, pour l'honneur de votre couronne, je verserai encore à présent tout ce que m'ont laissé de sang 20 années de guerre civile et étrangère. Je puis donc vous assurer que je ne menace pas le roi plus que je ne menace l'homme. Mais je vous dis, à vous, vous perdez 2 serviteurs pour avoir tué la foi dans le cœur du père et l'amour dans le cœur du fils. L'un ne croit plus à la parole royale, l'autre ne croit plus à la loyauté des hommes, ni à la pureté des femmes. L'un est mort au respect, et l'autre à l'obéissance. Adieu. » Cela dit, Athos brisa son épée sur son genou, en déposa lentement les 2 morceaux sur le parquet, et, saluant le roi, qui étouffait de rage et de honte, il sortit du cabinet. Louis, abîmé sur sa table, passa quelques minutes à se remettre, et, se relevant soudain, il sonna violemment. « Qu'on appelle monsieur d'Artagnan, dit-il,
aux huissiers épouvantés. Chapitre 198. Suite d'orage. Sans doute, nos lecteurs se sont déjà demandé comment Athos s'était si bien à point trouvé chez le roi, lui dont ils n'avaient point entendu parler depuis un long temps. Notre prétention, comme romancier, étant surtout d'enchaîner les événements les uns aux autres avec une logique presque fatale, nous nous tenions prêts à répondre, et nous répondons à cette question. Porthos, fidèle à son devoir d'arrangeur d'affaires, avait, en quittant le palais royal, été rejoindre Raoul aux Minimes du bois de Vincennes et lui avait raconté, dans ses moindres détails, son entretien avec M. de Saint-Aignan. Puis il avait terminé en disant que le message du roi à son favori n'amènerait, probablement, qu'un retard momentané, et qu'en quittant le roi, de Saint-Aignan s'empresserait de se rendre à l'appel que lui avait fait Raoul. Mais Raoul, moins crédule que son vieil ami, avait conclu, du récit de Porthos, que, si de Saint-Aignan allait chez le roi, de Saint-Aignan compterait tout au roi et que, si de Saint-Aignan comptait tout au roi, le roi défendrait à de Saint-Aignan de se présenter sur le terrain. Il avait donc, en conséquence de cette réflexion, laissé Porthos garder la place, au cas, fort peu probable, où de Saint-Aignan viendrait, et encore avait-il bien engagé Porthos à ne pas rester sur le pré plus d'une heure ou 1 heure et demie. Ce à quoi Porthos s'était formellement refusé, s'installant, bien au contraire, aux Minimes, comme pour y prendre racine, faisant promettre à Raoul de revenir de chez son père chez lui, Raoul, afin que le laquais de Porthos sût où le trouver si M. de Saint-Aignan venait au rendez-vous. Bragelonne avait quitté Vincennes et s'était acheminé tout droit chez Athos, qui, depuis 2 jours, était à Paris. Le comte était déjà prévenu par une lettre de d'Artagnan. Raoul arrivait donc surabondamment chez son père, qui, après lui avoir tendu la main et l'avoir embrassé, lui fit signe de s'asseoir. « Je sais que vous venez à moi comme on vient à un ami, vicomte, quand on pleure et quand on souffre. Dites-moi quelle cause vous amène. » Le jeune homme s'inclina et commença son récit. Plus d'une fois, dans le cours de ce récit, les larmes coupèrent sa voix et un sanglot étranglé dans sa gorge suspendit la narration. Cependant, il acheva. Athos savait probablement déjà à quoi s'en tenir, puisque nous avons dit que d'Artagnan lui avait écrit. Mais, tenant à garder jusqu'au bout ce calme et cette sérénité qui faisaient le côté presque surhumain de son caractère, il répondit « Raoul, je ne crois rien de ce que l'on dit. Je ne crois rien de ce que vous craignez. Non pas que des personnes dignes de foi ne m'aient pas déjà entretenu de cette aventure, mais parce que, dans mon âme et dans ma conscience, je crois impossible que le roi ait outragé un gentilhomme. Je garantis donc le roi, et vais vous rapporter la preuve de ce que je dis. » Raoul, flottant comme un homme ivre entre ce qu'il avait vu de ses propres yeux et cette imperturbable foi qu'il avait dans un homme qui n'avait jamais menti, s'inclina et se contenta de répondre « Allez donc, monsieur le comte, j'attendrai. » Et il s'assit, la tête cachée dans ses 2 mains. Athos s'habilla et partit. Chez le roi, il fit ce que nous venons de raconter à nos lecteurs, qui l'ont vu entrer chez Sa Majesté et qui l'ont vu en sortir. Quand il rentra chez lui, Raoul, pâle et morne, n'avait pas quitté sa position désespérée. Cependant, au bruit des portes qui s'ouvraient, au bruit des pas de son père qui s'approchait de lui, le jeune homme releva la tête. Athos était pâle, découvert, grave. Il remit son manteau et son chapeau au laquais, le congédia du geste et s'assit près de Raoul. « Eh bien, monsieur, demanda le jeune homme en hochant tristement la tête de haut en bas, êtes-vous bien convaincu, à présent ? Je le suis, Raoul. Le roi aime mademoiselle de la Vallière. Ainsi, il avoue ? S'écria Raoul. Absolument, dit Athos. Et elle ? Je ne l'ai pas vue. Non, mais le roi vous en a parlé. Que dit-il d'elle ? Il dit qu'elle l'aime. Oh, vous voyez, monsieur. Et le jeune homme fit un geste de désespoir. Raoul, reprit le comte, j'ai dit au roi, croyez-le bien, tout ce que vous eussiez pu lui dire vous-même, et je crois lui avoir dit en termes convenables.
mais ferme. « Et que lui avez-vous dit, monsieur ?» ?»« J'ai dit, Raoul, que tout était fini entre lui et nous, que vous ne seriez plus rien pour son service. J'ai dit que, moi-même, je demeurerais à l'écart. Il ne me reste plus qu'à savoir une chose. »« Laquelle, monsieur ?»« Si vous avez pris votre parti. »« Mon parti ? À quel sujet ? Touchant l'amour et... » »« Achevez, monsieur. »« Et touchant la vengeance, car j'ai peur que vous ne songiez à vous venger. »« Oh, monsieur, l'amour, peut-être un jour, plus tard, réussirai-je à l'arracher de mon cœur. J'y compte, avec l'aide de Dieu et le secours de vos sages exhortations. La vengeance, je n'y avais songé que sous l'empire d'une pensée mauvaise, car ce n'était point du vrai coupable que je pouvais me venger. J'ai donc déjà renoncé à la vengeance. Ainsi, vous ne songez plus à chercher une querelle à monsieur de Saint-Aignan. Non, monsieur, un défi a été fait. Si monsieur de Saint-Aignan l'accepte, je le soutiendrai. S'il ne le relève pas, je le laisserai à terre. Et de la Vallière ? Monsieur le comte n'a pas sérieusement cru que je songerais à me venger d'une femme, répondit Raoul avec un sourire si triste qu'il attira une larme au bord des paupières de cet homme qui s'était tant de fois penché sur ses douleurs et sur les douleurs des autres. Il tendit sa main à Raoul. Raoul la saisit vivement. « Ainsi, monsieur le comte, vous êtes bien assuré que le mal est sans remède ?» demanda le jeune homme. Athos secoua la tête à son tour. « Pauvre enfant, murmura-t-il. »« Vous pensez que j'espère encore, dit Raoul, et vous me plaignez. Oh, c'est qu'il m'en coûte horriblement, voyez-vous, pour mépriser, comme je le dois, celle que j'ai tant aimée. Que n'ai-je quelque tort envers elle, je serais heureux et je lui pardonnerais. » Athos regarda tristement son fils. Ces quelques mots que venait de prononcer Raoul semblaient être sortis de son propre cœur. En ce moment, le laquais annonça Monsieur d'Artagnan. Ce nom retentit, d'une façon bien différente, aux oreilles d'Athos et de Raoul. Le mousquetaire annoncé fit son entrée avec un vague sourire sur les lèvres. Raoul s'arrêta. Athos marcha vers son ami avec une expression de visage qui n'échappa point à Bragelonne. D'Artagnan répondit à Athos par un simple clignement de l'œil. Puis, s'avançant vers Raoul et lui prenant la main, « Eh bien, dit-il, s'adressant à la fois au père et au fils, nous consolons l'enfant, à ce qu'il paraît. »« Et vous, toujours bon, dit Athos, vous venez m'aider à cette tâche difficile. » Et, ce disant, Athos serra entre ses deux mains la main de d'Artagnan. Raoul crut remarquer que cette pression avait un sens particulier à part celui des paroles. « Oui, répondit le mousquetaire en se grattant la moustache de la main qu'Athos lui laissait libre. « Oui, je viens aussi. Soyez le bienvenu, monsieur le chevalier, non pour la consolation que vous apportez, mais pour vous-même. Je suis consolé. » Et il essaya d'un sourire plus triste qu'aucune des larmes que d'Artagnan eût jamais vu répandre. « À la bonne heure, fit d'Artagnan. « Seulement, continua Raoul, vous êtes arrivé comme monsieur le comte allait me donner les détails de son entrevue avec le roi. Vous permettez, n'est-ce pas, que monsieur le comte continue ?» Et les yeux du jeune homme semblaient vouloir lire jusqu'au fond du cœur du mousquetaire. « Son entrevue avec le roi ?» fit d'Artagnan d'un ton si naturel qu'il n'y avait pas moyen de douter de son étonnement. « Vous avez donc vu le roi, Athos ?» Athos sourit. « Oui, dit-il, je l'ai vu. »« Ah, vraiment, vous ignoriez que le comte eût vu sa majesté ?» demanda Raoul à demi rassuré. « Ma foi, oui, tout à fait. »« Alors, me voilà plus tranquille, » dit Raoul. « Tranquille ? Et sur quoi ?» demanda Athos. « Monsieur, dit Raoul, pardonnez-moi, mais connaissant l'amitié que vous me faites l'honneur de me porter, je craignais que vous n'eussiez un peu vivement exprimé à sa majesté ma douleur et votre indignation, et qu'alors le roi... »« Et qu'alors le roi, répéta d'Artagnan. Voyons, achevez, Raoul. »« Excusez-moi à votre tour, monsieur d'Artagnan, dit Raoul. Un instant j'ai tremblé, je l'avoue, que vous ne vinssiez pas ici comme monsieur d'Artagnan, mais comme capitaine de mousquetaires. »
Vous êtes fou, mon pauvre Raoul, s'écria d'Artagnan avec un éclat de rire dans lequel un exact observateur eût peut-être désiré plus de franchise. Tant mieux, dit Raoul. Oui, fou. Et savez-vous ce que je vous conseille ? Dites, monsieur. Venant de vous, l'avis doit être bon. Eh bien, je vous conseille, après votre voyage, après votre visite chez monsieur de Guiche, après votre visite chez madame, après votre visite chez Porthos, après votre voyage à Vincennes, je vous conseille de prendre quelque repos. Couchez-vous, dormez 12 heures et, à votre réveil, fatiguez-moi un bon cheval. Et, l'attirant à lui, il l'embrassa comme il eût fait de son propre enfant. Athos en fit autant. Seulement, il était visible que le baiser était plus tendre et la pression plus forte encore chez le père que chez l'ami. Le jeune homme regarda de nouveau ces deux hommes, en appliquant à les pénétrer toutes les forces de son intelligence. Mais son regard s'émoussa sur la physionomie riante du mousquetaire et sur la figure calme et douce du comte de la Fère. « Et où allez-vous, Raoul ?» demanda ce dernier, voyant que Bragelonne s'apprêtait à sortir. « Chez moi, monsieur, » répondit celui-ci de sa voix douce et triste. « C'est donc là qu'on vous trouvera, vicomte, si l'on a quelque chose à vous dire. »« Oui, monsieur. Est-ce que vous prévoyez avoir quelque chose à me dire ?»« Que sais-je » dit Athos. « Oui, de nouvelles consolations, » dit d'Artagnan en poussant tout doucement Raoul vers la porte. Raoul, voyant cette sérénité dans chaque geste des deux amis, sortit de chez le comte, n'emportant avec lui que l'unique sentiment de sa douleur particulière. « Dieu soit loué, dit-il, je puis donc ne plus penser qu'à moi. » Et, s'enveloppant de son manteau, de manière à cacher aux passants son visage attristé, il sortit pour se rendre à son propre logement, comme il l'avait promis à Porthos. Les deux amis avaient vu le jeune homme s'éloigner avec un sentiment pareil de commisération. Seulement, chacun d'eux l'avait exprimé d'une façon différente. « Pauvre Raoul !» avait dit Athos en laissant échapper un soupir. « Pauvre Raoul !» avait dit d'Artagnan en haussant les épaules. Chapitre 199 misé. « Pauvre Raoul !» avait dit Athos. « Pauvre Raoul !» avait dit d'Artagnan. En effet, plaint par ces deux hommes si forts, Raoul devait être un homme bien malheureux. Aussi, lorsqu'il se trouva seul en face de lui-même, laissant derrière lui l'ami intrépide et le père indulgent, lorsqu'il se rappela l'aveu fait par le roi de cette tendresse qui lui volait sa bien-aimée, Louise de la Vallière, il sentit son cœur se briser, comme chacun de nous l'a senti se briser une fois à la première illusion détruite, au premier amour trahi. « Oh !» murmura-t-il, « c'en est donc fait. Plus rien dans la vie, rien à attendre, rien à espérer. Guiche me l'a dit, mon père me l'a dit, Monsieur d'Artagnan me l'a dit. Tout est donc un rêve en ce monde. C'était un rêve que cet avenir poursuivit depuis 10 ans. Cette union de nos cœurs, c'était un rêve. Cette vie toute d'amour et de bonheur, c'était un rêve. Pauvre fou de rêver ainsi tout haut et publiquement en face de mes amis et de mes ennemis, afin que mes amis s'attristent de mes peines et que mes ennemis rient de mes douleurs. Ainsi, mon malheur va devenir une disgrâce éclatante, un scandale public. Ainsi, demain, je serai montré honteusement au doigt. Et, malgré le calme promis à son père et à d'Artagnan, Raoul fit entendre quelques paroles de sourde menace. « Et cependant, continua-t-il, si je m'appelais de Wardes et que j'eusse à la fois la souplesse et la vigueur de monsieur d'Artagnan, je rirais avec les lèvres, je convaincrais les femmes que cette perfide, honorée de mon amour, ne me laisse qu'un regret, celui d'avoir été abusée par ses semblants d'honnêteté. Quelques railleurs flagorneraient le roi à mes dépens. Je me mettrais à l'affût sur le chemin des railleurs, j'en châtierais quelques-uns.
Les hommes me redouteraient, et au 3e que j'aurais couché à mes pieds, je serais adoré par les femmes. Oui, voilà un parti à prendre, et le comte de la Fère lui-même n'y répugnerait pas. N'a-t-il pas été éprouvé, lui aussi, au milieu de sa jeunesse, comme je viens de l'être? N'a-t-il pas remplacé l'amour par l'ivresse? Il me l'a dit souvent. Pourquoi, moi, ne remplacerais-je pas l'amour par le plaisir? Il avait souffert autant que je souffre, plus peut-être. L'histoire d'un homme est donc l'histoire de tous les hommes, une épreuve plus ou moins longue, plus ou moins douloureuse. La voix de l'humanité tout entière n'est qu'un long cri. Mais qu'importe la douleur des autres à celui qui souffre? La plaie ouverte dans une autre poitrine adoucit-elle la plaie béante sur la nôtre? Le sang qui coule à côté de nous tarit-il notre sang? Cette angoisse universelle diminue-t-elle l'angoisse particulière? Non, chacun souffre pour soi, chacun lutte avec sa douleur, chacun pleure ses propres larmes. Et d'ailleurs, qu'a été la vie pour moi jusqu'à présent? Une arène froide et stérile où j'ai combattu pour les autres toujours, pour moi jamais. Tantôt pour un roi, tantôt pour une femme. Le roi m'a trahi, la femme m'a dédaigné. Oh, malheureux, les femmes! Ne pourrais-je donc faire expier à toutes le crime de l'une d'elles? Que faut-il pour cela? N'avoir plus de cœur ou oublier qu'on en a un? Être fort, même contre la faiblesse. Appuyer toujours, même lorsque l'on sent rompre. Que faut-il pour en arriver là? Être jeune, beau, fort, vaillant, riche? Je suis ou je serai tout cela. Mais l'honneur, qu'est-ce que l'honneur? Une théorie que chacun comprend à sa façon. Mon père me disait, l'honneur, c'est le respect de ce que l'on doit aux autres, et surtout de ce qu'on se doit à soi-même. Mais de Guiche, mais Manicamp, mais de Saint-Aignan surtout, me dirait, l'honneur consiste à servir les passions et les plaisirs de son roi. Cet honneur-là est facile et productif. Avec cet honneur-là, je puis garder mon poste à la cour, devenir gentilhomme de la chambre, avoir un beau et bon régiment à moi. Avec cet honneur-là, je puis être duc et père. La tâche que vient de m'imprimer cette femme, cette douleur avec laquelle elle vient de briser mon cœur, à moi, Raoul, son ami d'enfance, ne touche en rien monsieur de Bragelonne, bon officier, brave capitaine qui se couvrira de gloire à la première rencontre et qui deviendra 100 fois plus que n'est aujourd'hui mademoiselle de la Vallière, la maîtresse du roi, car le roi n'épousera pas mademoiselle de la Vallière. Et plus il la déclarera publiquement sa maîtresse, plus il épaissira le bandeau de honte qui lui jette au front en guise de couronne. Et à mesure qu'on la méprisera, comme je la méprise, moi, je me glorifierai. Hélas, nous avions marché ensemble, elle et moi, pendant le premier, pendant le plus beau tiers de notre vie, nous tenant par la main le long du sentier charmant et plein de fleurs de la jeunesse. Et voilà que nous arrivons à un carrefour où elle se sépare de moi, où nous allons suivre une route différente qui ira nous écartant toujours davantage l'un de l'autre. Et pour atteindre le bout de ce chemin, Seigneur, je suis seul, je suis désespéré, je suis anéanti. Oh, malheureux! Raoul en était là de ses réflexions sinistres quand son pied se posa machinalement sur le seuil de sa maison. Il était arrivé là sans voir les rues par lesquelles il passait, sans savoir comment il était venu. Il poussa la porte, continua d'avancer et gravit l'escalier. Comme dans la plupart des maisons de cette époque, l'escalier était sombre et les paliers étaient obscurs. Raoul logeait au premier étage. Il s'arrêta pour sonner. Olivin parut, lui prit des mains l'épée et le manteau. Raoul ouvrit lui-même la porte qui, de l'antichambre, donnait dans un petit salon assez richement meublé pour un salon de jeune homme, et tout garni de fleurs par Olivin qui, connaissant les goûts de son maître, s'était empressé d'y satisfaire sans s'inquiéter s'il s'apercevrait ou ne s'apercevrait pas de cette attention. Il y avait dans le salon un portrait de la Vallière que la Vallière elle-même avait dessiné et avait donné à Raoul. Ce portrait, accroché au-dessus d'une grande chaise longue recouverte de damas de couleur sombre, fut le premier point vers lequel Raoul se dirigea.
le premier objet sur lequel il fixa les yeux. Au reste, Raoul cédait à son habitude. C'était, chaque fois qu'il rentrait chez lui, ce portrait qui, avant toute chose, attirait ses yeux. Cette fois, comme toujours, il alla donc droit au portrait, posa ses genoux sur la chaise longue et s'arrêta à le regarder tristement. Il avait les bras croisés sur la poitrine, la tête doucement levée, l'œil calme et voilé, la bouche plissée par un sourire amer. Il regarda l'image adorée. Puis, tout ce qu'il avait dit repassa dans son esprit. Tout ce qu'il avait souffert assaillit son cœur, et, après un long silence, « Oh, malheureux !» dit-il pour la 3e fois. À peine avait-il prononcé ces 2 mots qu'un soupir et une plainte se firent entendre derrière lui. Il se retourna vivement et, dans l'angle du salon, il aperçut, debout, courbée, voilée, une femme qu'en entrant il avait cachée derrière le déplacement de la porte et que, depuis, il n'avait pas vue, ne s'étant pas retourné. Il s'avança vers cette femme, dont personne ne lui avait annoncé la présence, saluant et s'informant à la fois, quand tout à coup, la tête baissée se releva, le voile écarté laissa voir le visage et une figure blanche et triste lui apparut. Raoul se recula comme il eût fait devant un fantôme. « Louise !» s'écria-t-il avec un accent si désespéré qu'on n'eût pas cru que la voix humaine pût jeter un pareil cri sans que se brisassent toutes les fibres du cœur. « Voulez-vous me faire la grâce de vous asseoir et de m'écouter ?» dit Louise, l'interrompant avec sa plus douce voix. Bragelonne la regarda un instant, puis, secouant tristement la tête, il s'assit, ou plutôt tomba sur une chaise. « Parlez, dit-il. Elle jeta un regard à la dérobée autour d'elle. Ce regard était une prière et demandait bien mieux le secret qu'un instant auparavant ne l'avaient fait ses paroles. Raoul se releva et, allant à la porte, qu'il ouvrit, « Olivin, dit-il, je n'y suis pour personne. » Puis, se retournant vers la Vallière, « C'est cela que vous désirez, dit-il. » Rien ne peut rendre l'effet que fit sur Louise cette parole qui signifiait « Vous voyez que je vous comprends encore, moi. » Elle passa son mouchoir sur ses yeux pour éponger une larme rebelle. Puis, s'étant recueillie un instant, « Raoul, dit-elle, ne détournez point de moi votre regard si bon et si franc. Vous n'êtes pas un de ces hommes qui méprisent une femme parce qu'elle a donné son cœur. Dut cet amour faire leur malheur ou les blesser dans leur orgueil. » Raoul ne répondit point. « Hélas, continua la Vallière, ce n'est que trop vrai. Ma cause est mauvaise, et je ne sais par quelle phrase commencer. Tenez, je ferais mieux, je crois, de vous raconter tout simplement ce qui m'arrive. Comme je dirais la vérité, je trouverai toujours mon droit chemin, dans l'obscurité, dans l'hésitation, dans les obstacles que j'ai à braver, pour soulager mon cœur qui déborde et veut se répandre à vos pieds. » Raoul continua de garder le silence. La Vallière le regardait d'un air qui voulait dire « Encouragez-moi, par pitié, un mot !» Mais Raoul se tut et la jeune fille dut continuer. Chapitre 200. Blessure sur blessure. Mademoiselle de la Vallière, car c'était bien elle, fit un pas en avant. « Oui, Louise, murmura-t-elle. » Mais dans cet intervalle, si court qu'il fût, Raoul avait eu le temps de se remettre. « Vous, mademoiselle, dit-il. Puis, avec un accent indéfinissable, « Vous ici, ajouta-t-il. « Oui, Raoul, répéta la jeune fille. « Oui, moi, qui vous attendais. »« Pardon. Lorsque je suis rentrée, j'ignorais. »« Oui, et j'avais recommandé à Olivin de vous laisser ignorer. » Elle hésita. Et, comme Raoul ne se pressait pas de lui répondre, il se fit un silence d'un instant, silence pendant lequel on eût pu entendre le bruit de ces 2 cœurs qui battaient, non plus à l'unisson l'un de l'autre, mais aussi violemment l'un que l'autre. C'était à Louise de parler. Elle fit un effort. « J'avais à vous parler, dit-elle.
Il fallait absolument que je vous visse. Moi-même, seule, je n'ai point reculé devant une démarche qui doit rester secrète, car personne, excepté vous, ne la comprendrait, monsieur de Bragelonne. En effet, mademoiselle, balbutia Raoul, tout effaré, tout haletant. Et moi-même, malgré la bonne opinion que vous avez de moi, j'avoue... Tout à l'heure, dit-elle, monsieur de Saint-Aignan est venu chez moi de la part du roi. Elle baissa les yeux. De son côté, Raoul détourna les siens pour ne rien voir. Monsieur de Saint-Aignan est venu chez moi de la part du roi, répéta-t-elle, et il m'a dit que vous saviez tout. Et elle essaya de regarder en face celui qui recevait cette blessure après tant d'autres blessures. Mais il lui fut impossible de rencontrer les yeux de Raoul. Il m'a dit que vous aviez conçu contre moi une légitime colère. Cette fois, Raoul regarda la jeune fille, et un sourire dédaigneux retroussa ses lèvres. « Oh, continua-t-elle, je vous en supplie, ne dites pas que vous avez ressenti contre moi autre chose que de la colère. Raoul, attendez que je vous ai tout dit, attendez que je vous ai parlé jusqu'à la fin. » Le front de Raoul se rasséréna par la force de sa volonté. Le pli de sa bouche s'effaça. « Et d'abord, dit la Vallière, d'abord, les mains jointes, le front courbé, je vous demande pardon comme au plus généreux, comme au plus noble des hommes. Si je vous ai laissé ignorer ce qui se passait en moi, jamais, du moins, je n'eusse consenti à vous tromper. Oh, je vous en supplie, Raoul, je vous le demande à genoux. Répondez-moi, fût-ce une injure. J'aime mieux une injure de vos lèvres qu'un soupçon de votre cœur. J'admire votre sublimité, mademoiselle, dit Raoul en faisant un effort sur lui-même pour rester calme. Laisser ignorer que l'on trompe, c'est loyal, mais tromper, il paraît que ce serait mal, et vous ne le feriez point. Monsieur, longtemps j'ai cru que je vous aimais avant toute chose, et tant que j'ai cru à mon amour pour vous, je vous ai dit que je vous aimais. À Blois, je vous aimais. Le roi passa à Blois. Je crus que je vous aimais encore. Je l'eusse juré sur un autel. Mais un jour est venu qui m'a détrompé. Eh bien, ce jour-là, mademoiselle, voyant que je vous aimais toujours, moi, la loyauté devait vous ordonner de me dire que vous ne m'aimiez plus. Ce jour-là, Raoul, le jour où j'ai lu jusqu'au fond de mon cœur, le jour où je me suis avoué à moi-même que vous ne remplissiez pas toute ma pensée, le jour où j'ai vu un autre avenir que celui d'être votre amie, votre amante, votre épouse, ce jour-là, Raoul, hélas, vous n'étiez plus près de moi. Vous saviez où j'étais, mademoiselle. Il fallait écrire. Raoul, je n'ai point osé. Raoul, j'ai été lâche. Que voulez-vous, Raoul? Je vous connaissais si bien, je savais si bien que vous m'aimiez, que j'ai tremblé à la seule idée de la douleur que j'allais vous faire. Et cela est si vrai, Raoul, qu'en ce moment où je vous parle, courbé devant vous, le cœur serré, des soupirs plein la voix, des larmes plein les yeux, aussi vrai que je n'ai d'autre défense que ma franchise, je n'ai pas non plus d'autre douleur que celle que je lis dans vos yeux. Raoul essaya de sourire. Non, dit la jeune fille avec une conviction profonde. Non, vous ne me ferez pas cette injure de vous dissimuler devant moi. Vous m'aimiez, vous. Vous étiez sûr de m'aimer. Vous ne vous trompiez pas vous-même. Vous ne mentiez pas à votre propre cœur. Tandis que moi... Et, toute pâle, les bras tendus au-dessus de sa tête, elle se laissa tomber sur les genoux. Tandis que vous, dit Raoul, vous me disiez que vous m'aimiez, et vous en aimiez un autre. Hélas, oui, s'écria la pauvre enfant. Hélas, oui, j'en aime un autre. Et cet autre, mon Dieu, laissez-moi dire, car c'est ma seule excuse, Raoul. Cet autre, je l'aime plus que je n'aime ma vie, plus que je n'aime Dieu. Pardonnez-moi ma faute ou punissez ma trahison, Raoul. Je suis venue ici, non pour me défendre, mais pour vous dire. Vous savez ce que c'est qu'aimer? Eh bien, j'aime. J'aime à donner ma vie, à donner mon âme à celui que j'aime. S'il cesse de m'aimer, jamais, je mourrai de douleur, à moins que Dieu ne me secoure, à moins que le Seigneur ne me prenne en miséricorde. Raoul,
Je suis ici pour subir votre volonté, quelle qu'elle soit, pour mourir si vous voulez que je meure. Tuez-moi donc, Raoul, si, dans votre cœur, vous croyez que je mérite la mort. Prenez-y garde, mademoiselle, dit Raoul. La femme qui demande la mort est celle qui ne peut plus donner que son sang à l'amant trahi. Vous avez raison, dit-elle. Raoul poussa un profond soupir. Et vous aimez sans pouvoir oublier? S'écria Raoul. J'aime sans vouloir oublier, sans désir d'aimer jamais ailleurs, répondit la Vallière. Bien, fit Raoul. Vous m'avez dit, en effet, tout ce que vous aviez à me dire, tout ce que je pouvais désirer savoir. Et maintenant, mademoiselle, c'est moi qui vous demande pardon. C'est moi qui ai failli être un obstacle dans votre vie. C'est moi qui ai eu tort. C'est moi qui, en me trompant, vous aidais à vous tromper. Oh, fit la Vallière, je ne vous demande pas tant, Raoul. Tout cela est ma faute, mademoiselle, continua Raoul. Plus instruit que vous dans les difficultés de la vie, c'était à moi de vous éclairer. Je devais ne pas me reposer sur l'incertain. Je devais faire parler votre cœur, tandis que j'ai fait à peine parler votre bouche. Je vous le répète, mademoiselle, je vous demande pardon. C'est impossible, s'écria-t-elle. Vous me raillez. Comment impossible? Oui, il est impossible d'être bon, d'être excellent, d'être parfait à ce point. Prenez garde, dit Raoul avec un sourire amer, car tout à l'heure vous allez peut-être dire que je ne vous aimais pas. Oh, vous m'aimez comme un tendre frère. Laissez-moi espérer cela, Raoul. Comme un tendre frère? Détrompez-vous, Louise. Je vous aimais comme un amant, comme un époux, comme le plus tendre des hommes qui vous aiment. Raoul, Raoul. Comme un frère? Oh, Louise, je vous aimais à donner pour vous tout mon sang goutte à goutte, toute ma chair lambeau par lambeau, toute mon éternité heure par heure. Raoul, Raoul, par pitié. Je vous aimais tant, Louise, que mon cœur est mort, que ma foi chancelle, que mes yeux s'éteignent. Je vous aimais tant, que je ne vois plus rien, ni sur la terre, ni dans le ciel. Raoul, Raoul, mon ami, je vous en conjure, épargnez-moi, s'écria la Vallière. Oh, si j'avais su. Il est trop tard, Louise. Vous aimez, vous êtes heureuse. Je lis votre joie à travers vos larmes. Derrière les larmes que verse votre loyauté, je sens les soupirs qu'exhale votre amour. Louise, Louise, vous avez fait de moi le dernier des hommes. Retirez-vous, je vous en conjure. Adieu, adieu. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Eh, n'ai-je pas fait plus? Ne vous ai-je pas dit que je vous aimais toujours? Elle cacha son visage entre ses mains. Et vous dire cela, comprenez-vous, Louise? Vous le dire dans un pareil moment, vous le dire comme je vous le dis, c'est vous dire ma sentence de mort. Adieu. La Vallière voulut tendre ses mains vers lui. Nous ne devons plus nous voir dans ce monde, dit-il. Elle voulut s'écrier, il lui ferma la bouche avec la main. Elle baisa cette main et s'évanouit. Olivin, dit Raoul, prenez cette jeune dame et la portez dans sa chaise qui attend à la porte. Olivin la souleva. Raoul fit un mouvement pour se précipiter vers la Vallière, pour lui donner le premier et le dernier baiser, puis, s'arrêtant tout à coup. Non, dit-il, ce bien n'est pas à moi. Je ne suis pas le roi de France, pour voler. Et il rentra dans sa chambre, tandis que le laquais emportait la Vallière, toujours évanouie. Chapitre 101. Ce qu'avait deviné Raoul. Raoul partit, les deux exclamations qu'il avait suivies exhalées. Athos et d'Artagnan se retrouvèrent seuls, en face l'un de l'autre. Athos reprit aussitôt l'air empressé qu'il avait à l'arrivée de d'Artagnan. « Eh bien, dit-il, cher ami, que veniez-vous m'annoncer ?»« Moi » demanda d'Artagnan. « Sans doute, vous. »« On ne vous envoie pas ainsi sans cause. » Athos sourit. « Dame, fit d'Artagnan. « Je vais vous mettre à votre aise, cher ami. Le roi est furieux, n'est-ce pas ? Mais je dois vous avouer qu'il n'est pas content. Et vous venez ? De sa part, oui.
Pour m'arrêter, alors. Vous avez mis le doigt sur la chose, cher ami. Je m'y attendais. Allons. Oh, oh, que diable, fit d'Artagnan, comme vous êtes pressé, vous. Je crains de vous mettre en retard, dit en souriant Athos. J'ai le temps. N'êtes-vous pas curieux, d'ailleurs, de savoir comment les choses se sont passées entre moi et le roi? S'il vous plaît de me le raconter, cher ami, j'écouterai cela avec plaisir. Et il montra à d'Artagnan un grand fauteuil dans lequel celui-ci s'étendit en prenant ses aises. « J'y tiens, voyez-vous, continua d'Artagnan, attendu que la conversation est assez curieuse. J'écoute. Eh bien, d'abord, le roi m'a fait appeler. Après mon départ, vous descendiez les dernières marches de l'escalier, à ce que m'ont dit les mousquetaires. Je suis arrivé. Mon ami, il n'était pas rouge, il était violet. J'ignorais encore ce qui s'était passé. Seulement, à terre, sur le parquet, je voyais une épée brisée en 2 morceaux. « Capitaine d'Artagnan !» s'écria le roi en m'apercevant. « Sire, répondis-je, je quitte monsieur de la Fère qui est un insolent. »« Un insolent ?» m'écriai-je avec un tel accent que le roi s'arrêta court. « Capitaine d'Artagnan !» reprit le roi les dents serrées, « vous allez m'écouter et m'obéir. C'est mon devoir, sire. J'ai voulu épargner à ce gentilhomme, pour lequel je garde quelques bons souvenirs, l'affront de ne pas le faire arrêter chez moi. »« Ah ah !» dis-je tranquillement. « Mais, continua-t-il, vous allez prendre un carrosse. » Je fis un mouvement. « S'il vous répugne de l'arrêter vous-même, continua le roi, envoyez-moi mon capitaine des gardes. »« Sire, répliquai-je, il n'est pas besoin du capitaine des gardes, puisque je suis de service. »« Je ne voudrais pas vous déplaire, dit le roi avec bonté, car vous m'avez toujours bien servi, monsieur d'Artagnan. »« Vous ne me déplaisez pas, sire, répondis-je, je suis de service, voilà tout. »« Mais, dit le roi avec étonnement, il me semble que le comte est votre ami. »« Il serait mon père, sire, que je n'en serais pas moins de service. » Le roi me regarda, il vit mon visage impassible et parut satisfait. « Vous arrêterez donc monsieur le comte de la Fère, demanda-t-il. « Sans doute, sire, si vous m'en donnez l'ordre. »« Eh bien, l'ordre, je vous le donne. » Je m'inclinai. « Où est le comte, sire ? » ?»« Vous le chercherez. Et je l'arrêterai en quelque lieu qu'il soit, alors. Oui, cependant, tâchez qu'il soit chez lui. S'il retournait dans ses terres, sortez de Paris et prenez-le sur la route. » Je saluai, et, comme je restais en place, « Eh bien, demanda le roi. »« J'attends, sire. »« Qu'attendez-vous ? » ?»« L'ordre signé. » Le roi parut contrarié. En effet, c'était un nouveau coup d'autorité à faire, c'était réparer l'acte arbitraire, si toutefois arbitraire il y a. Il prit la plume lentement et de mauvaise humeur, puis il écrivit « Ordre à monsieur le chevalier d'Artagnan, capitaine lieutenant de mes mousquetaires, d'arrêter monsieur le comte de la Fère partout où on le trouvera. » Puis il se tourna de mon côté. J'attendais sans sourciller. Sans doute il crut voir une bravade dans ma tranquillité, car il signa vivement, puis, me remettant l'ordre, « Allez !» s'écria-t-il. J'obéis, et me voici. Athos serra la main de son ami. « Marchons, dit-il. »« Oh, fit d'Artagnan, vous avez bien quelques petites affaires à arranger avant de quitter comme cela votre logement. Moi, pas du tout. »« Comment ? Mon Dieu, non. Vous le savez, d'Artagnan, j'ai toujours été simple voyageur sur la terre, prêt à aller au bout du monde à l'ordre de mon roi, prêt à quitter ce monde pour l'autre, à l'ordre de mon Dieu. Que faut-il à l'homme prévenu ? Un porte-manteau ou un cercueil ? Je suis prêt aujourd'hui comme toujours, cher ami. Emmenez-moi donc. Mais, Bragelonne, je l'ai élevé dans les principes que je m'étais faits à moi-même, et vous voyez qu'en vous apercevant, il a deviné à l'instant même la cause qui vous amenait. Nous l'avons dépisté un moment. Mais, soyez tranquille, il s'attend assez à ma disgrâce pour ne pas s'effrayer outre mesure. Marchons. Marchons, dit tranquillement d'Artagnan. Mon ami, dit le comte, comme j'ai brisé mon épée chez le roi, et que j'en ai jeté les morceaux à ses pieds, je crois que cela me dispense de vous la remettre. Vous avez raison, et d'ailleurs, que diable voulez-vous que je fasse de votre épée ? Marche-t-on devant vous ou derrière vous ? On marche à mon bras, répliqua d'Artagnan, et il prit le bras du comte de la Fère pour descendre l'escalier.
Ils arrivèrent ainsi au palier. Grimaud, qu'ils avaient rencontré dans l'antichambre, regardait cette sortie d'un air inquiet. Il connaissait trop la vie pour ne pas se douter qu'il y eût quelque chose de caché là-dessous. « Ah, c'est toi, mon bon Grimaud, dit Athos. Nous allons… Faire un tour dans mon carrosse, interrompit d'Artagnan avec un mouvement amical de la tête. Grimaud remercia d'Artagnan par une grimace qui avait visiblement l'intention d'être un sourire, et il accompagna les deux amis jusqu'à la portière. Athos monta le premier. D'Artagnan le suivit sans avoir rien dit au cocher. Ce départ, tout simple et sans autre démonstration, ne fit aucune sensation dans le voisinage. Lorsque le carrosse eut atteint les quais, « Vous me menez à la Bastille, à ce que je vois, » dit Athos. « Moi » dit d'Artagnan. « Je vous mène où vous voulez aller, pas ailleurs. »« Comment cela ?» fit le comte surpris. « Pardieu, » dit d'Artagnan, « vous comprenez bien, mon cher comte, que je ne me suis chargé de la commission que pour que vous en fassiez à votre fantaisie. Vous ne vous attendez pas à ce que je vous fasse écrouer comme cela brutalement, sans réflexion. Si je n'avais pas prévu cela, j'eusse laissé faire monsieur le capitaine des gardes. »« Ainsi, demanda Athos. « Ainsi, je vous le répète, nous allons où vous voulez. »« Cher ami, dit Athos en embrassant d'Artagnan, je vous reconnais bien là. Dame, il me semble que c'est tout simple. Le cocher va vous mener à la barrière du cours La Reine. Vous y trouverez un cheval que j'ai ordonné de tenir tout près. Avec ce cheval, vous ferez 3 postes tout d'une traite, et moi, j'aurai soin de ne rentrer chez le roi pour lui dire que vous êtes parti qu'au moment où il sera impossible de vous joindre. Pendant ce temps, vous aurez gagné le Havre et, du Havre, l'Angleterre, où vous trouverez la jolie maison que m'a donnée mon ami, monsieur Monk, sans parler de l'hospitalité que le roi Charles ne manquera pas de vous offrir. Eh bien, que dites-vous de ce projet ? » « Menez-moi à la Bastille, » dit Athos en souriant. « Mauvaise tête, » dit d'Artagnan. « Réfléchissez donc. »« Quoi ? Que vous n'avez plus 20 ans. Croyez-moi, mon ami, je vous parle d'après moi. Une prison est mortelle aux gens de notre âge. Non, non, je ne souffrirai pas que vous languissiez en prison. Rien que d'y penser, la tête m'en tourne. »« Ami, répondit Athos, Dieu m'a fait, par bonheur, aussi fort de corps que d'esprit. Croyez-moi, je serai fort jusqu'à mon dernier soupir. Mais ce n'est pas de la force, mon cher, c'est de la folie. Non, d'Artagnan, c'est une raison suprême. Ne croyez pas que je discute le moins du monde avec vous cette question de savoir si vous vous perdriez en me sauvant. J'eusse fait ce que vous faites, si la fuite eût été dans mes convenances. J'eusse donc accepté de vous ce que, sans aucun doute, en pareille circonstance, vous eussiez accepté de moi. Non, je vous connais trop pour effleurer seulement ce sujet. »« Ah, si vous me laissiez faire, dit d'Artagnan, comme j'enverrais le roi courir après vous. »« Il est le roi, cher ami. »« Oh, cela m'est bien égal, et, tout roi qu'il est, je lui répondrai parfaitement. Sire, emprisonné, exilé, tué tout en France et en Europe. Ordonnez-moi d'arrêter et de poignarder qui vous voudrez, fût-ce monsieur, votre frère. Mais ne touchez jamais à un des 4 mousquetaires. Ou sinon, mordiou. »« Cher ami, répondit Athos avec calme, je voudrais vous persuader d'une chose, c'est que je désire être arrêté, c'est que je tiens à une arrestation par-dessus tout. » D'Artagnan fit un mouvement d'épaule. « Que voulez-vous ? Continua Athos. « C'est ainsi. Vous me laisseriez aller, que je reviendrais de moi-même me constituer prisonnier. Je veux prouver à ce jeune homme que l'éclat de sa couronne étourdit. Je veux lui prouver qu'il n'est le premier des hommes qu'à la condition d'en être le plus généreux et le plus sage. Il me punit, il m'emprisonne, il me torture. Soit, il abuse, et je veux lui faire savoir ce que c'est qu'un remords, en attendant que Dieu lui apprenne ce que c'est qu'un châtiment. »« Mon ami, répondit d'Artagnan, je sais trop que, lorsque vous avez dit non, c'est non. Je n'insiste plus. Vous voulez aller à la Bastille ? Je le veux. Allons-y, à la Bastille, continua d'Artagnan en s'adressant au cocher. Et, se rejetant dans le carrosse, il mâcha sa moustache avec un acharnement qui, pour Athos, signifiait une résolution prise ou en train de naître.
Le silence se fit dans le carrosse, qui continua de rouler, mais pas plus vite, pas plus lentement. Athos reprit la main du mousquetaire. « Vous n'êtes point fâché contre moi, D'Artagnan, dit-il. « Moi ? Pardieu, non. Ce que vous faites par héroïsme, vous, je l'eusse fait, moi, par entêtement. Mais vous êtes bien d'avis que Dieu me vengera, n'est-ce pas, D'Artagnan ? Et je connais sur la terre des gens qui aideront Dieu, dit le capitaine.